j'ai entendu ma femme rire avec ses amis après quelques verres, disant que je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait dans mon dos depuis longtemps. Elles ont toutes traité cela comme une plaisanterie. Je n'ai pas interrompu. Des semaines plus tard, elle s'est présentée chez moi en larmes et elle a fait face à une réponse pour laquelle elle n'était pas prête. Je n'ai jamais pensé que je deviendrais l'homme avec une histoire comme celle-ci, mais nous y sommes. Mon nom est Corentin Brochant, et je vais vous raconter comment j'ai découvert la trahison de ma femme et ce que j'ai fait à ce sujet. Soyez avertis, cela devient compliqué, et à la fin, vous pourriez remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la confiance, l'amour et les personnes avec qui nous choisissons de construire nos vies. Tout a commencé un vendredi soir en octobre. C'était l'une de ces nuits d'automne parfaites à Lyon, quand l'humidité finit par tomber et que l'on peut enfin apprécier d'être dehors. Je suis architecte logiciel ici, j'ai 34 ans, et j'attendais avec impatience un week-end tranquille après une semaine brutale de réunions avec des clients et de mise en œuvre de systèmes. Mon calendrier avait été plein à craquer pendant des jours, jonglant entre les salles de conférence et traitant des problèmes d'intégration qui semblaient se multiplier chaque fois que j'en réglais un. Mais mon dernier rendez-vous de la journée a été annulé. Le directeur général du client a eu une urgence familiale, je suis donc rentré tôt à notre appartement de standing dans le quartier de Bellecour. C'était l'un de ces immeubles bourgeois avec une architecture classique et une entrée impeccable. Le genre d'endroit dont Amandine aimait publier des photos pour ses abonnés Instagram. C'était le décor parfait pour sa vie soigneusement organisée de coordinatrice marketing à succès, avec un mari dévoué et un intérieur de rêve. J'étais en fait impatient de la surprendre. Nous parlions de fonder une famille depuis des mois, et j'avais acheté une bouteille de son vin de Bourgogne préféré plus tôt cette semaine-là, pensant que nous pourrions peut-être passer une soirée romantique avant que ses amis du club de lecture n'arrivent. Amandine avait mentionné qu'elles organisaient leur soirée vin mensuelle sur notre terrasse, pour discuter d'un succès de librairie sur l'autonomisation des femmes et l'amitié. Je me suis garé et je suis entré par la cuisine en portant mon sac d'ordinateur portable. La maison sentait la bougie à la vanille qu'Amandine allumait toujours lorsqu'elle recevait des invités. Je pouvais entendre des voix flotter à travers les portes-fenêtres, reconnaissant les rires familiers de Camille et de Roxane, les mêmes femmes qui faisaient partie du cercle d'Amandine depuis l'université. Elle semblait détendue, heureuse, riant de quelque chose de cette manière particulière qu'ont les femmes quand elles ont bu juste assez de vin pour être complètement honnêtes les unes envers les autres. J'ai souri, pensant à quel point Amandine chérissait ses amitiés, comment elle s'illuminait en parlant de leurs conversations et de leurs plaisanteries privées. J'étais sur le point de sortir et de les rejoindre quand j'ai entendu mon nom flotter dans l'air du soir. Quelque chose dans le ton d'Amandine m'a fait me figer en plein pas, ma main à mi-chemin de la poignée de la porte. Corentin pense que je vais juste au Pilates 3 fois par semaine, a dit Amandine, et la façon dont elle a prononcé mon nom avec ce mélange d'amusement et de condescendance a fait se serrer mon estomac. Elles ont toutes éclaté de rire, le genre de rire complice et conspirateur qui exclut tout le monde d'autre dans le monde. La voix de Camille est venue ensuite, légèrement empâtée par le vin. « Ma fille, tu fais cela depuis quoi, 2 ans maintenant ? Je ne sais honnêtement pas comment tu fais pour ne pas t'emmêler les pinceaux. » 2 ans et demi, en fait, a répondu Amandine, et je pouvais entendre la fierté dans sa voix comme si elle se vantait d'un accomplissement impressionnant. Tu te souviens quand j'ai dit à Corentin que je faisais cet atelier de week-end à Annecy au printemps dernier ? Celui sur les tendances du marketing numérique ? Bastien et moi avons passé tout le week-end dans cet hôtel de luxe à Talloires, celui avec le bar sur le toit qui surplombe le lac. Mon sac d'ordinateur portable a frappé le sol avec un bruit sourd qui a semblé incroyablement fort dans le silence soudain de ma compréhension. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais pas assimiler ce que j'entendais. Bastien Roche, son ami d'université, qui était récemment revenu à Lyon après le début de son processus de divorce difficile. C'était l'homme qu'elle était si enthousiaste à l'idée de retrouver, qu'elle avait mentionné avoir croisé lors de divers événements professionnels dans la ville. La voix de Rebecca a coupé ma paralysie, je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait gobé toute l'histoire du voyage entre filles à Nice le mois dernier. Tu publiais des photos de plage sur ton Instagram comme si tu étais vraiment là avec nous. C'était des photos de banque d'images que j'ai trouvées en ligne, Harry Amandine. Je les ai juste publiées pendant votre vrai voyage sur la Côte d'Azur avec des légendes disant que je passais un moment formidable. De toute façon, Corentin ne remet jamais en question mes publications sur les réseaux sociaux. Il est tellement confiant que c'en est presque triste. Le mot triste m'a frappé comme un coup physique. J'ai pressé mon dos contre le mur de la cuisine, mes jambes soudainement instables.
6 ans de mariage et c'était ainsi qu'elle parlait de moi à ses amis comme si j'étais un pauvre idiot qui méritait d'être trompé. Mais sérieusement, a continué Camille, tu n'as pas peur qu'il le découvre? Surtout avec vous deux qui parlez d'avoir des enfants et tout. S'il te plaît, a raillé Amandine, et je pouvais l'entendre prendre une autre gorgée de vin. La semaine dernière, il n'arrêtait pas d'en parler, de finalement fonder une famille l'année prochaine, de me montrer des tableaux Pinterest d'idées de chambres d'enfants comme si nous étions un couple parfait. Pendant ce temps, Bastien et moi prévoyons de passer la semaine de Noël ensemble pendant que Corentin rend visite à ses parents en Bretagne. Il parle déjà de combien je lui manquerai pendant les vacances. C'est plutôt mignon, en fait, à quel point il est complètement inconscient. Je me tenais là dans ma propre cuisine, la cuisine où j'avais préparé le petit déjeuner pour Amandine chaque matin pendant 6 ans, où nous avions planifié notre avenir autour d'innombrables tasses de café, écoutant ma femme décrire notre mariage comme une plaisanterie élaborée. Ma poitrine me semblait serrée, comme si quelqu'un avait enroulé des bandes d'acier autour de mes côtes et les resserrait lentement. La nausée me parcourait par vagues. La conversation continuait à l'extérieur, mais je ne pouvais plus traiter les mots. Tout ce que je pouvais entendre était le son de mon monde qui se brisait. Chaque rire de ces femmes était une autre fracture dans tout ce que je croyais de ma vie. Je me suis reculé silencieusement, j'ai pris mes clés sur le comptoir avec des mains tremblantes et j'ai conduit dans les rues qui s'assombrissaient jusqu'à la maison de Théo, quelques quartiers plus loin. Mon colocataire d'université était mon ami le plus proche depuis 15 ans, le témoin à mon mariage, l'homme qui m'avait aidé à choisir la bague de fiançailles d'Amandine. Théo a jeté un regard sur mon visage quand il a ouvert sa porte d'entrée et s'est immédiatement écarté pour me laisser entrer. Son salon était décoré de la manière typique d'un célibataire, canapé en cuir, télévision énorme, affiches de sport encore accrochées au mur. La normalité de la chose semblait surréaliste après ce que je venais de découvrir. Que s'est-il passé? A-t-il demandé, s'installant dans son fauteuil pendant que je faisais les 100 pas sur son tapis. Je lui ai tout raconté, mot pour mot, détail par détail, à quel point Amandine avait semblé décontractée, comment ses amis avaient traité cela comme une escapade amusante au lieu de la destruction d'un mariage. Comment elles avaient ri de ma confiance comme si c'était une preuve de stupidité plutôt que d'amour. Théo a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque révélation. Quand j'ai fini, il est resté silencieux pendant un long moment, passant ses mains dans ses cheveux. « Seigneur, Corentin, a-t-il fini par dire. 2 ans et demi, et ils prévoient Noël ensemble. Pendant que je rends visite à mes parents en Bretagne, ai-je dit, m'effondrant sur son canapé. Le voyage que j'appréhende parce que je déteste la laisser seule pendant les vacances. Je me sens coupable depuis des semaines d'y aller. Ne fais rien ce soir, a dit Théo, se penchant en avant avec l'expression sérieuse dont je me souvenais de l'université quand il essayait de me dissuader de faire quelque chose de stupide. Je sais que tu veux retourner là-bas en trombe et l'affronter, mais tu as d'abord besoin d'un plan. Tu dois y réfléchir. Il avait raison, et une partie rationnelle de mon cerveau le savait. Mais chaque fibre de mon être voulait rentrer chez moi, forcer ses portes de terrasse et regarder le visage d'Amandine quand elle réaliserait que sa tromperie parfaite s'était effondrée. Elle prévoit de passer Noël avec lui, Théo, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Pendant que je m'ennuie d'elle, que je lui achète des cadeaux, que je compte les jours jusqu'à ce que je puisse rentrer à la maison auprès d'elle. Je sais, mon vieux. Je sais. Mais si tu retournes là-bas ce soir, tu diras des choses que tu ne pourras pas retirer et tu feras des choses qui nuiront à ta position plus tard. Reste ici. Nous trouverons quoi faire demain matin. J'ai passé cette nuit-là sur le canapé de Théo, fixant le plafond et rejouant chaque moment de notre mariage, cherchant des signes que j'avais manqués. Combien de voyages d'affaires avaient réellement été des escapades romantiques avec Bastien? Combien de nuits tardives au bureau avaient été des dîners et des séjours à l'hôtel? Combien de fois était-elle rentrée vers moi après avoir été avec lui, me laissant l'embrasser et lui dire que je l'aimais alors qu'elle cachait sa trahison derrière un sourire? J'ai passé les 7 semaines suivantes à construire ce plan. Et laissez-moi vous dire que c'est devenu une obsession. Chaque moment de libre était dédié à découvrir la vérité sur mon mariage. Et ce que j'ai trouvé était pire que tout ce que j'avais imaginé pendant cette nuit d'insomnie chez Théo. La première chose que j'ai faite a été de fouiller dans nos finances. Et c'est là que l'arrogance d'Amandine a joué contre elle. Elle avait toujours géré la plupart de nos dépenses quotidiennes parce qu'elle affirmait être meilleure avec les budgets et l'organisation. J'avais été heureux de la laisser gérer les cartes de crédit et les petits comptes pendant que je me concentrais sur nos investissements et nos achats importants.
Ce que j'ai trouvé dans ces relevés m'a rendu physiquement malade. Des frais d'hôtel à l'Imperial Palace d'Annecy juste au moment de son prétendu atelier de marketing. Des reçus de dîner dans des restaurants coûteux à la Croix-Rousse où Bastien vivait, toujours pour 2 personnes, toujours les soirs où elle prétendait travailler tard ou avoir des soirées entre filles. Des paiements mobiles à Bastien avec des descriptions mignonnes comme dîner et café et merci pour le déjeuner et des paiements que je n'avais jamais remis en question parce que j'avais supposé qu'ils étaient juste des amis qui rattrapaient le temps perdu. Mais la pire découverte a été un débit de 370 € dans une boutique de lingerie du quartier Mercière, daté de seulement 2 semaines après qu'elle m'a dit que nous devions nous en tenir à un budget strict si nous voulions économiser pour une plus grande maison. C'était de la lingerie que je ne l'avais jamais vue porter, achetée avec notre carte de crédit commune alors qu'elle me faisait la leçon sur la réduction de mes passages matinaux au café. J'ai tout documenté méthodiquement, créant des tableurs avec les dates et les montants, prenant des captures d'écran de chaque transaction. Chaque preuve semblait être un autre coup de couteau. Mais je me suis forcé à rester objectif, à construire un dossier en béton sur l'endroit exact où notre argent était allé pendant que j'avais contribué fidèlement à ce que je pensais être nos objectifs financiers partagés. L'enquête numérique est venue ensuite, et c'est là que mes compétences techniques sont devenues cruciales. Amandine n'était pas particulièrement prudente en matière de sécurité numérique. Elle utilisait le même mot de passe pour plusieurs comptes, se laissait connecter sur notre ordinateur familial partagé et n'effaçait jamais son historique de navigation lorsqu'elle était sous la douche ou qu'elle faisait des courses. J'ai installé un logiciel de surveillance qui capturait ses frappes au clavier et son activité à l'écran. Je sais comment cela sonne. Je sais que cela franchit des limites que les mariages sains ne devraient pas franchir, mais je n'avais plus affaire à un mariage sain. J'avais affaire à quelqu'un qui m'avait menti systématiquement pendant des années, et j'avais besoin de comprendre toute l'ampleur de ce à quoi je faisais face. Ce que j'ai trouvé dans sa vie numérique était dévastateur. Elle avait un compte Instagram privé sous le faux nom de Mandy P où elle publiait des photos avec Bastien depuis des mois. Il y avait des photos de restaurants où je n'étais jamais allé, des selfies dans des chambres d'hôtel, même des photos de ce qu'elle me disait être des journées de bien-être en solo, mais qui étaient clairement des escapades romantiques. Les légendes étaient pleines de plaisanteries privées et de références romantiques qui indiquaient clairement que ce n'était pas seulement une liaison physique. Elle était investie émotionnellement dans cette relation d'une manière qu'elle n'avait jamais été avec moi, du moins pas ces dernières années. J'ai trouvé des conversations de messages textes enregistrés dans des brouillons de courriel apparemment leur système pour communiquer sans laisser de traces sur les relevés téléphoniques. Les échanges étaient des plans détaillés pour des rencontres, des discussions sur leur avenir ensemble et, pire que tout, des conversations sur moi. Elle partageait des détails sur nos disputes, se moquait de mes habitudes et de mes préférences, se plaignait même de devoir maintenir le semblant d'être une épouse aimante alors que tout ce qu'elle voulait était d'être avec lui. Un fil de messages m'a particulièrement anéanti. Bastien avait demandé quand elle allait me quitter, et la réponse d'Amandine était calculée et froide, après que Corentin aura obtenu sa promotion l'année prochaine, j'ai besoin de la stabilité financière pendant quelques mois de plus, et ensuite nous pourrons être ensemble ouvertement. Il est tellement concentré sur le travail en ce moment qu'il remarque à peine ce que je fais de toute façon. Lire cela m'a donné l'impression d'être vidé de l'intérieur. Je n'étais plus son mari. J'étais une commodité financière, un remplaçant qu'elle utilisait jusqu'à ce qu'elle puisse se permettre de passer à la relation qu'elle voulait vraiment. La phase de surveillance physique a eu lieu lorsque j'ai vraiment compris à quel point la tromperie d'Amandine était devenue élaborée. J'ai commencé à la suivre à ses cours de pilates auxquels elle prétendait assister religieusement 3 fois par semaine. Au lieu de la salle de sport qu'elle avait nommée, elle se rendait dans un établissement chic de la rue de la République, un endroit branché avec des sièges à l'extérieur et du café de spécialité, le genre d'endroit où les jeunes professionnels vont pour voir et être vus. Bastien était toujours là le premier, lisant un journal ou travaillant sur son ordinateur portable comme s'il n'était qu'un client ordinaire. Mais quand Amandine arrivait, leur interaction était immédiate et intime, le genre de langage corporel qui parlait de familiarité, de confort et d'affection sincère. Il se levait quand elle s'approchait, embrassait sa joue juste un battement de trop pour de l'amitié, et tirait sa chaise avec le genre d'attention que j'ai réalisé que j'avais cessé de prêter il y a des années. Je me suis assis dans ma voiture de l'autre côté de la rue avec un téléobjectif, me sentant comme un pitoyable détective privé, documentant leur rire facile et leur silence confortable. Ils semblaient heureux ensemble d'une manière qu'Amandine et moi n'avions pas semblé depuis des mois, peut-être des années. Elle était animée avec lui, expressive, se penchant sur la table pour lui toucher la main quand elle parlait. Avec moi, elle était devenue distante et distraite, vérifiant toujours son téléphone pendant le dîner,
toujours trop fatigués pour une vraie conversation au moment où nous rentrions tous les deux du travail. La partie la plus difficile était de regarder à quel point ils étaient naturels ensemble. Ce n'était pas une liaison sordide née du désespoir ou d'une crise de la quarantaine. C'était une véritable relation avec des plaisanteries privées, des intérêts partagés et le genre d'intimité facile que je pensais qu'Amandine et moi avions perdu mais que nous travaillions à reconstruire. Sauf qu'elle ne l'avait jamais perdu. Elle l'avait juste transféré à quelqu'un d'autre. Fouiller sa voiture quand elle dormait est devenu un rituel régulier. Son sac à main contenait des cartes clés d'hôtel où nous n'avions jamais séjourné ensemble. Il y avait aussi des reçus pour des soins en couple dans un établissement de Villefranche-sur-Saône spécialisé dans les forfaits romantiques. J'ai trouvé des contraventions de stationnement dans des quartiers de Lyon où je savais qu'elle n'avait aucune raison de se rendre. C'étaient des horodatage qui correspondaient parfaitement aux nuits où elle prétendait travailler tard ou dîner avec des amis. La découverte de la lingerie a été particulièrement brutale. Caché dans une housse à vêtements au fond de son placard, j'ai trouvé des articles que je ne l'avais jamais vu porter. C'étaient des pièces coûteuses et magnifiques de boutique qui facturaient plus pour un seul soutien-gorge que ce que nous dépensions habituellement en épicerie pour une semaine. Les étiquettes étaient encore attachées à certaines pièces, suggérant qu'elle se constituait une garde-robe spécifiquement pour son temps avec Bastien. Pendant tout ce temps, je devais maintenir l'apparence d'un mari aimant et confiant. Chaque matin, je préparais le café et l'interrogeais sur ses projets pour la journée. Chaque soir, je m'enquérais de ses cours de pilates et de ses réunions du club de lecture, hochant la tête avec sympathie quand elle se plaignait de muscles endoloris ou de dynamiques de groupe difficiles dont je savais maintenant qu'elles étaient de pures inventions. Les moments les plus difficiles étaient les moments intimes. Quand elle rentrait d'un après-midi avec Bastien et initiait un contact physique, je devais répondre naturellement tout en sachant où elle avait été et ce qu'elle avait fait des heures auparavant. Quand elle parlait de notre avenir, la maison que nous achèterions, les enfants que nous aurions, les vacances que nous prendrions, je devais hocher la tête et contribuer au fantasme tout en sachant qu'elle planifiait un avenir complètement différent avec un autre homme. Les conversations sur la fondation d'une famille étaient particulièrement tortueuses. Amandine évoquait des prénoms de bébés, discutait des thèmes de la chambre d'enfant, suggérait même que nous commencions à prendre des vitamines ensemble pour optimiser notre santé en vue de la conception. Tout cela en maintenant une relation avec Bastien qui incluait la planification de leur escapade de Noël pendant ma visite en Bretagne. J'ai commencé à prendre des chemins plus longs pour rentrer du travail, restant assis dans les parkings pendant 20 ou 30 minutes avant d'entrer dans la maison, juste pour me préparer à la performance que je devrais donner ce soir-là. Théo a remarqué que je perdais du poids, que j'avais l'air épuisé tout le temps. Je lui ai dit que je m'occupais d'un projet difficile au travail, ce qui n'était pas entièrement faux. Découvrir la liaison de ma femme était devenu le projet le plus difficile et le plus dévorant de ma vie. J'ai consulté Marguerite Faure, une avocate spécialisée dans les divorces au centre-ville dont le bureau se trouvait dans l'une de ces tours modernes qui surplombent les berges du Rhône. Elle m'avait été chaudement recommandée par un collègue qui avait traversé son propre divorce difficile 3 ans plus tôt. Marguerite avait la cinquantaine, était vive comme l'éclair, avec le genre de comportement pragmatique qui suggérait qu'elle avait vu toutes les variations possibles de la tromperie et de la trahison humaine. Le droit français prévoit des règles spécifiques, a-t-elle expliqué lors de notre première réunion, étalant mes preuves sur sa table de conférence comme les pièces d'un puzzle. La faute n'affectera pas nécessairement le partage des biens de manière drastique selon votre contrat de mariage, mais elle peut éliminer ou réduire la prestation compensatoire, surtout dans les mariages relativement courts comme le vôtre. Plus important encore, ce que vous avez documenté ici constitue une utilisation abusive des fonds de la communauté. Elle a utilisé de l'argent commun pour soutenir une relation extra-conjugale. Marguerite a examiné les relevés financiers avec la minutie d'un comptable, calculant exactement combien de notre argent commun Amandine avait dépensé pour sa relation avec Bastien. Hôtel, dîner, cadeaux, même les frais d'essence pour aller le rejoindre, cela représentait des milliers d'euros au cours de l'année écoulée seulement. La clé est de tout documenter et d'être stratégique quant au moment choisi, a conseillé Marguerite. Ne lui donnez aucun avertissement. Ne la laissez pas préparer une défense ou cacher des actifs. Quand vous serez prêt à agir, nous lancerons la procédure. J'ai ouvert un compte bancaire séparé dans une autre institution et j'ai transféré légalement 50% de nos économies communes, soit 43 500 € sur nos 87 000 €. J'ai retiré Amandine en tant que bénéficiaire de mes assurances. J'ai changé les mots de passe de tous les comptes d'investissement et j'ai créé des inventaires détaillés de chaque actif que nous possédions ensemble. La préparation a été méticuleuse et émotionnellement épuisante,
mais elle m'a donné quelque chose sur quoi me concentrer en dehors de la répétition constante de cette affreuse conversation sur la terrasse. Chaque document que je sécurisais, chaque preuve que je rassemblais était un pas vers la justice, vers ma protection contre d'autres dommages. En décembre, j'avais construit un dossier en béton. Mais plus que cela, j'avais une compréhension claire de qui Amandine était réellement. Pas la femme que j'avais épousée il y a 6 ans. Pas la partenaire avec qui je pensais construire un avenir, mais quelqu'un capable d'une tromperie élaborée et soutenue pour sa propre satisfaction. Le 18 décembre est arrivé comme une opération parfaitement planifiée. La fête de Noël de l'entreprise d'Amandine à l'Opéra de Lyon était le point culminant de son année professionnelle, un événement qu'elle organisait depuis des mois. Elle avait acheté une nouvelle robe, pris rendez-vous pour la coiffure et le maquillage, et invité ses parents à y assister en tant qu'invités. C'était censé être son moment de gloire devant ses collègues, ses clients et ses contacts de l'industrie. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où son monde soigneusement construit s'est effondré. À 10 heures du matin, alors qu'Amandine était à son bureau pour apporter les dernières touches aux préparatifs de la fête, j'ai envoyé un courrier recommandé à Pauline Roche à Villefranche-sur-Saône. J'avais trouvé son adresse grâce aux archives publiques et j'avais rédigé une lettre factuelle, respectueuse et dévastatrice. En plus des copies de toutes les preuves relevés financiers, photographies, captures d'écran de messages textes, j'ai inclus une chronologie montrant exactement quand les absences de Bastien avaient correspondu à ses rencontres avec ma femme. À 11 heures, un huissier est arrivé à l'agence de marketing d'Amandine et a remis les papiers de la procédure directement à la réception. Amandine était dans une salle de réunion avec toute son équipe, finalisant les détails de dernière minute pour l'événement du soir, quand son assistante a frappé et lui a remis les documents juridiques qui allaient mettre fin à notre mariage. À midi, j'ai envoyé un courriel soigneusement formulé aux parents d'Amandine. Robert et Lucienne m'avaient toujours traité comme le fils qu'ils n'avaient jamais eu, m'incluant dans les traditions familiales et soutenant notre mariage à travers les hauts et les bas normaux. Ils méritaient de connaître la vérité avant qu'Amandine ne puisse inventer un récit qui me dépeindrait comme le méchant dans la fin de notre relation. Le courriel était bref, factuel et incluait des preuves clés qui rendaient la trahison d'Amandine impossible à nier ou à minimiser. J'ai expliqué que j'avais essayé de gérer la situation avec dignité et discrétion, mais qu'ils devaient comprendre pourquoi le mariage de leur fille prenait fin. À 14 heures, j'ai changé les serrures de notre appartement. Puisque la propriété était à mon nom seul, une décision que nous avions prise pour des raisons d'héritage lors de l'achat, c'était tout à fait légal. J'avais déjà déménagé mes effets personnels essentiels dans un appartement meublé que j'avais loué dans le quartier Mercière, un espace temporaire pendant que je décidais de la suite. À 16 heures, j'ai envoyé un simple message texte à nos amis communs, Amandine et moi nous séparons en raison de son infidélité. Je n'assisterai pas à la fête de ce soir. Pas d'explication, pas de demande de soutien, juste une déclaration factuelle qui éviterait les questions gênantes et les complications sociales plus tard. Ensuite, je me suis assis et j'ai regardé les dominos tomber. Le premier appel d'Amandine est arrivé à 16h30, furieuse et exigeant des explications. Quand elle n'a pas pu entrer dans la maison à 17h, les coups sur la porte pouvaient probablement être entendus dans toute la rue. À 17h30, ces messages vocaux étaient passés de la colère à la négociation. Mais la véritable crise a eu lieu lors de la fête de Noël. Elle s'y est présentée seule, visiblement secouée, essayant de maintenir son sang-froid professionnel alors que tous ceux qui avaient reçu mon message la fixaient. À 19h, la nouvelle s'était répandue dans tout l'opéra. Son occasion de réseautage parfaite est devenue une humiliation publique. Pauline m'a appelé le lendemain après avoir reçu le dossier de preuves. Bastien prétendait travailler tard depuis 2 ans. Elle m'a dit qu'il avait récemment demandé plus de temps de garde pour des raisons professionnelles. Elle a demandé une révision d'urgence de la garde au cours de la semaine. Les amis d'Amandine, Camille et Roxane, ont d'abord essayé de la soutenir, mais quand les preuves sont devenues publiques, elles se sont rapidement distancées. Il s'avère que personne ne veut être associé à quelqu'un qui se vante de tricher pendant que son mari finance son style de vie. Les semaines suivantes ont été intenses. Amandine s'est présentée à mon nouvel appartement Mercière en pleurant et en suppliant. Elle avait même essayé de me faire suivre pour me trouver après que j'ai cessé de répondre à ses appels. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a essayé la séduction. Quand cela a échoué, elle a menacé de détruire ma réputation. Finalement, elle a engagé un avocat combatif et a réclamé une prestation compensatoire et la moitié de tout. Le processus juridique a avancé plus vite que je ne l'avais prévu.
Les demandes d'Amandine ont été largement rejetées lorsque mon avocate a présenté les preuves de la liaison et les réclamations pour utilisation abusive des actifs. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder de prestations compensatoires, surtout compte tenu de sa capacité de gain. Amandine ne pouvait pas assumer seule un loyer de prestige et a dû retourner vivre chez ses parents à Bron. Elle a perdu une promotion au travail à cause de l'incident de la fête de Noël. Ses comptes étaient à découvert pour payer les frais d'avocat, tandis que l'entreprise de Bastien perdait des clients à mesure que la nouvelle se répandait dans la communauté professionnelle lyonnaise. Pendant ce temps, Bastien menait ses propres batailles. L'audience de garde d'urgence de Pauline a été dévastatrice pour lui. L'avocat de son ex-femme a produit des relevés financiers qui ont révélé exactement combien il avait dépensé pour des hôtels et des dîners avec Amandine. Quand Bastien a essayé de se réconcilier avec Pauline, elle a obtenu une ordonnance de protection. Je ne gérais pas tout parfaitement non plus. Je suis resté temporairement dans l'appartement meublé Mercière et j'ai commencé à voir une thérapeute, le docteur Solène Kiné. Le contre-coup du traumatisme a été dur, insomnie, hypervigilance, répétition constante des conversations et remise en question de ce que j'avais pu rater d'autre. Théo a été mon pilier à travers tout cela. Il m'a aidé à traiter la différence entre la vengeance et la justice. Il m'a gardé les pieds sur terre quand je voulais faire quelque chose de stupide. J'ai rejoint un groupe de cyclisme pour sortir, j'ai commencé à reconstruire une vie qui n'était pas définie par des activités de couple et des cercles sociaux partagés. Le divorce a été finalisé en avril. J'ai gardé l'appartement et mes avoirs personnels. Amandine a reçu un règlement minimal en raison de la liaison documentée et de la dissipation d'actifs, aucune prestation compensatoire, et elle a fini par devoir contribuer à hauteur de 7 400 € à mes frais d'avocat. En juin, 6 mois après cette affreuse nuit sur la terrasse, j'étais dans un endroit complètement différent. J'ai décidé de vendre l'appartement de Bellecour et je venais de conclure l'achat d'un endroit plus petit dans le quartier historique de Saint-Jean qui reflétait réellement ma personnalité au lieu de compromis de couple. J'ai été promu architecte principal au travail. J'ai commencé à sortir avec Léa, une enseignante de Valence que j'avais rencontrée par le groupe de cyclisme. La conclusion finale est arrivée de manière inattendue. Je déjeunais avec Léa au hall de Lyon-Paul Bocuse quand Amandine s'est approchée de notre table. Elle avait l'air différente, les cheveux plus courts, moins soignés, plus authentiques d'une certaine manière. La conversation était maladroite, mais pas hostile. Je sais que cela n'a plus d'importance maintenant, a-t-elle dit, mais je suis vraiment désolé. J'ai été égoïste et cruel, et tu ne méritais rien de tout cela. J'ai réalisé que je ne ressentais rien. Ni colère, ni satisfaction, pas même de la tristesse, juste de l'indifférence envers quelqu'un qui avait été le centre de mon monde. J'espère que la thérapie aide, lui ai-je dit, et je le pensais vraiment. Nous nous sommes quittés à l'amiable, comprenant tous deux que ce chapitre était définitivement clos. Amandine a trouvé du travail dans une autre agence de marketing avec un salaire inférieur et vit dans un petit appartement à Vaux-en-Velin. Sa relation avec Bastien s'est terminée après sa perte de garde, et elle sort avec d'autres personnes sporadiquement, mais lutte avec ses propres problèmes de confiance. Elle publie maintenant des citations sur la croissance personnelle sur les réseaux sociaux au lieu de publications sur son couple parfait. Pauline a obtenu la garde principale et une pension alimentaire pour enfants augmentée. Elle poursuit une formation complémentaire pour son indépendance financière et reste reconnaissante pour les preuves qui ont protégé ses enfants d'une manipulation supplémentaire. Bastien a perdu son activité de conseil, paie une pension alimentaire substantielle et vit seul dans un appartement du centre-ville qu'il peut à peine s'offrir. L'ordonnance de protection obtenue par Pauline est toujours en vigueur. Théo reste mon ami le plus proche et la voix de la raison. Mes parents et moi nous sommes rapprochés après qu'ils ont été témoins de mon caractère pendant la crise. Le groupe de cyclisme est devenu une source de véritables amitiés basées sur des intérêts partagés plutôt que sur des dynamiques de couple. Ma nouvelle maison reflète qui je suis plutôt que ce que quelqu'un d'autre avait besoin que je sois. Je suis à l'aise seul, mais ouvert à un partenariat construit sur l'honnêteté et le respect mutuel. La réussite professionnelle semble séparée du drame personnel pour la première fois depuis des années. Cette femme qui riait de mon ignorance tout en planifiant son escapade de Noël avec un autre homme a appris que les actions ont des conséquences. Que les réputations prennent des années à se construire mais des instants à se détruire. Et que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Quant à moi, j'ai appris que la meilleure réponse à la trahison n'est pas la destruction, c'est la reconstruction. La vengeance la plus puissante n'est pas de démolir la vie de quelqu'un d'autre.
c'est de construire la vôtre si bien que son opinion devienne insignifiante. Parfois, la fin de quelque chose que vous pensiez réel devient le début de quelque chose qui vaut réellement la peine d'être vécu.